Aujourd'hui, on va parler d'un outil génial qu'on a tous et qu'on n'utilise pas assez, nos mains. Il y a quelques années, j'étais parti faire du camping en forêt, seul. Enfin, pas vraiment seul puisque ma chienne était avec moi. J'avais établi mon petit campement dans un coin tranquille, avec ce mélange de simplicité, de silence et de liberté qu'on ne retrouve jamais vraiment dans un appartement. Un feu, quelques affaires, un peu de nourriture, les arbres autour, les bruits de la forêt, et cette impression très agréable de redevenir, pour quelques heures ou quelques jours, un humain un peu plus simple, un peu plus à sa place. Non loin de là où j'avais établi mon camp, des bûcherons avaient abattu quelques arbres pour entretenir la forêt. Et, parmi les chutes, il y avait un morceau de bois qui m'a attiré l'œil. Rien d'extraordinaire à première vue, juste une chute, un bout de tronc ou de grosses branches, laissé là parce que, il servait pas à grand chose. Mais en le voyant, je me suis dit qu'il avait une belle forme, une belle largeur, une belle densité, et qu'il y avait peut-être moyen d'en tirer une petite planche à découper, sympa. Or, comme j'avais pris avec moi un magret de canard à cuire au feu, je me suis dit que ce serait parfait d'avoir une jolie planche à découper et que je pourrais aussi utiliser en guise d'assiette. Alors j'ai sorti ce que j'avais avec moi, une scie pliable et une bonne petite hache. Rien de très sophistiqué, pas d'atelier, pas d'établi, pas de machine et pas de tuto YouTube lancé sur le téléphone. Juste un morceau de bois, deux outils, un besoin concret et un peu d'envie. En quelques minutes, j'avais dégrossi une planche toute simple. Elle n'était pas parfaitement droite, elle n'était pas parfaitement lisse, elle n'aurait jamais été vendue dans une boutique de décoration scandinave avec une jolie étiquette minimaliste et un prix ridiculement élevé, mais bon, elle faisait le travail, elle était là, et je l'avais faite moi-même. Et ce soir-là, mon magret de canard a été découpé et dégusté sur cette petite planche. En rentrant chez moi quelques jours plus tard, j'ai laissé sécher le bois, je l'ai poncée pour qu'elle soit bien plane, j'ai arrondi un peu les bords et je l'ai traitée à l'huile pour qu'elle dure dans le temps. Et aujourd'hui, je l'ai encore. C'est un objet extrêmement simple, une planche, mais chaque fois que je la vois, elle ne me raconte pas seulement son usage, elle me raconte un moment. Elle me raconte une forêt, un feu, un repas avec ma chienne pas loin de moi qui voulait un petit bout de canard, et cette petite satisfaction très particulière d'avoir fabriqué quelque chose de ses mains. Maintenant, imaginez que vous ayez besoin d'un objet du quotidien. Une planche à découper, ou une spatule pour cuisiner, une étagère, un bol, un petit rangement, un support pour poser quelque chose, un jouet pour un gamin, etc. Notre réflexe, bien souvent, c'est d'aller sur Internet. On cherche, on compare, on lit trois avis, puis soit on se rend dans une boutique pour l'acheter, soit on le commande pour se le faire livrer. Et parfois c'est très pratique. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout fabriquer soi-même, vivre dans une cabane et refuser tout ce qui sort d'une usine. Mais combien de fois se demande-t-on simplement, tiens, et si je le fabriquais moi-même? Car avant d'acheter un objet, demandez-vous si vos mains ne savent pas déjà le fabriquer. Nous sommes devenus très bons pour faire défiler des pages, regarder, commander, consommer, mais beaucoup moins pour fabriquer. Or, ça crée une forme de dépendance. Dès qu'il nous manque quelque chose, nous cherchons une solution extérieure. On achète, on remplace, on compte sur quelqu'un d'autre ou sur une marque pour faire les choses à notre place. Et, peu à peu, sans même nous en rendre compte, nous perdons le lien avec la matière, les outils, la patience, l'effort de réfléchir et de faire de ses mains. Nous perdons ce rapport direct au monde concret. On sait très bien cliquer sur ajouter au panier, mais beaucoup moins affûter une lame, poncer un morceau de bois, recoudre une couture, réparer un manche, ajuster une étagère ou fabriquer un objet simple à partir de matériaux disponibles. Je connais même une fille dont je tairai le nom, parce qu'elle écoute peut-être,
Chaque fois que le couteau dont elle se servait pour cuisiner ne coupait plus assez, elle le jetait et elle en rachetait un autre chez Ikea. Et je suis sûr qu'elle n'est pas la seule, je suis sûr que c'est pas un cas isolé. Beaucoup de gens, et j'en fais aussi partie, préfèrent souvent acheter que fabriquer. Mais ce n'est pas seulement une question de compétences pratiques, c'est aussi une question culturelle. Au cours des dernières décennies, en France notamment, on a longtemps poussé les élèves à choisir des voies dites intellectuelles, comme si la réussite passait forcément par les études longues, les bureaux, les diplômes abstraits, les métiers du langage, du chiffre ou de la gestion. Et cette idée, elle est terrible en fait. Parce qu'elle fait comme si les métiers manuels étaient des métiers de repli, comme si travailler de ses mains était une solution pour ceux qui n'auraient pas réussi à travailler avec leur tête. La voie générale a longtemps été présentée comme la voie royale, la voie technologique comme une sorte de compromis, et la voie professionnelle, trop souvent, comme une orientation par défaut. Mais défaut de quoi? Défaut d'intelligence? Pourtant, pardon, mais exercer un métier manuel, ça veut absolument pas dire être moins intelligent. Faire avec ses mains demande de la réflexion, de l'observation, de la précision, des connaissances, de la concentration, de la visualisation, de la correction et de la patience. Menuisier, coutelier, tailleur de pierre, couturière, coiffeur, cuisinier, mécanicien et bien d'autres, tous pensent, tous réfléchissent. Tout artisan observe la matière sur laquelle il travaille, il anticipe la résistance, il imagine la forme finale, il corrige un geste, il ajuste une pression, il comprend qu'un millimètre peut tout changer, il sait qu'une erreur peut parfois se rattraper, et parfois non. Il développe une forme d'intelligence incarnée, une pensée qui passe par les yeux, les doigts, les muscles, les outils. Une main seule ne fait rien, c'est le cerveau qui pense et la main qui accomplit, et ce depuis longtemps. Pour mieux comprendre d'où ça vient, remontons dans le passé. Si vous vous souvenez de l'épisode 0, j'avais évoqué l'existence d'Homo habilis, l'homme habile, nommé ainsi parce qu'on considérait qu'il avait été l'un des premiers représentants du genre Homo à fabriquer des outils. Bon, comme souvent quand on parle de préhistoire, la réalité est un petit peu plus complexe. Pendant longtemps, on a associé les premiers outils en pierre à Homo habilis et à l'industrie oldowayenne, datée d'environ 2,6 millions d'années. Mais depuis, des découvertes plus anciennes ont été faites. Au Kenya, sur le site de Lomekwi 3, des outils en pierre datant d'environ 3,3 millions d'années ont été mis au jour, c'est-à-dire bien avant l'apparition certaine du genre Homo. Autrement dit, la fabrication d'outils n'est probablement pas apparue spontanément avec Homo habilis, elle s'inscrit dans une histoire plus longue, plus progressive, où différents hominines ont appris à utiliser, transformer et sélectionner la matière. Et ça, ça change notre regard. Au fil de l'évolution humaine, la main, l'œil, le cerveau et l'outil ont formé un système. Plus les gestes devenaient fins, plus les objets devenaient complexes. Et plus les objets devenaient complexes, plus ils demandaient de mémoire, de planification, d'apprentissage et de transmission. Bon, il faut évidemment pas réduire l'évolution du cerveau humain à la simple fabrication des outils. Notre cerveau s'est aussi développé sous l'effet de nombreux facteurs comme l'alimentation carnée, la vie sociale, la chasse, le langage, l'environnement, la coopération, la culture, etc. Mais l'outil a joué un rôle considérable. Il est l'une des grandes signatures de notre lignée. Nos ancêtres ne vivaient pas dans un monde simple. Ils vivaient dans un monde où presque tout devait être fabriqué, réparé, ajusté. Arcs, flèches, paniers, pièges, vêtements, outils, contenants, abris, parures, instruments sonores, etc. Sauriez-vous fabriquer ces objets aujourd'hui? Et quand je dis fabriquer, je ne parle pas de faire quelque chose qui ressemble vaguement à un arc, un panier ou à une flèche. Je parle de fabriquer quelque chose qui fonctionne vraiment et qui dure dans le temps. Prenons l'exemple de l'arc. Alors, là vous vous dites peut-être, fabriquer un arc, fastoche, un bout de bois un peu souple, une corde et le tour est joué. Oui, mais quelle essence de bois? Du frêne, de l'orme, de l'if, du noisetier, de l'oranger des Osages si vous êtes en Amérique du Nord? Chaque bois n'a pas la même densité, la même élasticité, la même résistance en tension ou en compression. Quelle partie de l'arbre allez-vous choisir? Un morceau droit, sans nœud, avec des cernes réguliers?
Faut-il suivre un cerne de croissance pour préserver le dos de l'arc? Quelle longueur donner à l'arc selon votre taille, votre allonge, l'usage prévu? Et puis, quelle puissance recherchez-vous? Parce qu'un arc pour s'amuser dans un jardin n'a pas les mêmes exigences qu'un arc de chasse ou qu'un arc de guerre. Et comment allez-vous équilibrer les branches? C'est le fameux tillering. L'équilibrage. Il faut que les deux branches plient harmonieusement, sans qu'une partie travaille trop et risque de casser. Et puis la corde, en lin, en chanvre, en tendon, en fibre végétale, en matière moderne, quel diamètre, quelle tension, quelle résistance, et les flèches, quel bois pour les fûts, quel diamètre, quelle rectitude, quelle pointe, quel empennage, plume ou naturel, collé comment, ligaturé comment, et avec quel col. Bref, vous l'avez compris, un arc, c'est pas juste un bout de bois avec une ficelle qui sert à propulser un autre bout de bois pointu. Et parmi les fabrications de nos ancêtres, il y a quelques prouesses technologiques qu'on ne soupçonne pas toujours. Autre objet fascinant, le rhombe. Le rhombe est un instrument très simple en apparence, une lame de bois, d'os ou de pierre attachée à une corde. On la fait tourner rapidement au-dessus de soi et elle produit un son plus ou moins grave, vibrant, parfois presque animal. Un son qui semble venir d'ailleurs, un son comme ça. Le rhombe est un objet très ancien, présent dans de nombreuses cultures. Est-ce qu'il était utilisé pour communiquer à distance, pour la chasse en battue, à l'occasion de rituels sacrés pour convoquer ou repousser des esprits, ou juste pour amuser les mini-sapiens? Difficile à dire et en réalité on ne sait pas vraiment. Autre exemple d'invention incroyable, les lunettes de neige inuites. Là encore, l'objet semble presque évident une fois qu'on le voit. Dans les régions arctiques, la lumière réfléchie par la neige peut provoquer une inflammation douloureuse de la cornée. C'est ce qu'on appelle la cécité des neiges. Pour s'en protéger, les peuples arctiques, comme les Inuits ou les Yupik, ont conçu et fabriqué des lunettes dans du bois flotté, de l'os, de l'ivoire de morse ou du bois de renne. Le principe est génial de simplicité. Au lieu d'avoir des verres teintés, ces lunettes sont percées de fines fentes horizontales. Elles réduisent la quantité de lumière qui atteint l'œil, diminuent l'éblouissement et peuvent même améliorer la netteté de la vision par un effet proche du sténopée, comme quand on plisse les yeux pour mieux voir. Pas besoin de plastique, pas besoin de verre, pas besoin d'industrie optique, juste une compréhension empirique d'un problème, trop de lumière, trop de réverbération, un risque pour les yeux et hop, une solution parfaitement adaptée au milieu. Ces objets, l'arc, le rhombe, les lunettes de neige, nous rappellent une chose importante, l'ingéniosité humaine n'a pas commencé avec les usines, les écrans ou les imprimantes 3D. Elle commence dès qu'un humain regarde une matière et se dit « je peux peut-être en faire quelque chose de ce truc-là » ou qu'il imagine une solution pour régler un problème ou pour répondre à un besoin. Et faire de ses mains, c'est pas seulement symbolique, c'est pas seulement économique et c'est pas seulement amusant, ça a aussi plein d'autres bénéfices. Des bénéfices pour le cerveau par exemple, parce que quand on fabrique de ses mains, le bénéfice n'est pas que matériel. Un objet acheté est utile, mais un objet fabriqué est utile et chargé d'histoire. Il rappelle le temps passé, les erreurs, les ajustements, le plaisir de réussir. Et dans le cerveau, c'est pas rien. Les activités manuelles mobilisent l'attention, la coordination, la planification, la mémoire procédurale, la perception tactile et la motricité fine. Elles peuvent favoriser un état de concentration profonde, proche de ce qu'on appelle parfois le flow. C'est ce moment où l'on est pleinement absorbé dans ce qu'on fait, ni dans le passé, ni dans l'avenir, mais dans l'action présente. Et ça, c'est comme une petite séance de méditation. Elles peuvent aussi renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, ce sentiment très simple mais très précieux, se dire « je suis capable d'agir sur le monde ». Et à une époque où beaucoup de choses nous échappent, les algorithmes, les crises, les prix, les décisions politiques, les flux d'informations, etc., fabriquer un objet simple peut être une petite reconquête. Une reconquête modeste, mais une reconquête réelle. Quand vous fabriquez un objet, vous ne possédez pas seulement l'objet, vous possédez aussi la preuve que vous êtes capable. À titre de comparaison, l'écran donne une stimulation rapide, mais souvent passive. On fait défiler, on regarde, on reçoit, on consomme des images, des avis, des messages, des vidéos, et tout cela peut être agréable,
parfois utile, parfois inspirant, mais souvent, le corps, lui, reste immobile. La main répète le même petit geste, le regard saute d'une information à l'autre, et l'esprit se disperse. Le travail manuel impose un autre rythme, plus lent, plus réel, plus incarné. On ne scrolle pas une planche de bois, on la touche, on la sent, on la coupe, on la rate parfois, et on la reprend. Il y a l'odeur du bois quand on le scie, cette odeur sèche, chaude, presque sucrée selon les essences. Il y a la poussière fine qui se dépose sur les doigts. Il y a le bruit régulier du papier abrasif. Il y a la résistance de la matière. Il y a le moment où une arête trop vive devient douce sous la paume. Il y a l'huile qui fonce la couleur du bois et révèle soudain des veines qu'on ne voyait presque pas. Et dans ces moments-là, on ralentit, on respire autrement, on vit autrement, on cesse de vouloir tout obtenir immédiatement. La matière ne se laisse pas convaincre par l'impatience, elle impose son rythme. Elle dit, si tu vas trop vite, tu vas rater. Si tu forces trop, tu vas casser. Si tu ne regardes pas, tu vas te couper. C'est une école de l'attention, une école de l'humilité et souvent une école d'apaisement. Vous avez envie de vous y mettre? Alors, ne visez pas trop haut. Le piège, c'est de commencer par un projet immense et de se décourager et de conclure « Ah, je suis pas manuel ». Non, commencez petit. Une planche à découper, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une spatule, une cuillère en bois, un rhombe ou même, pourquoi pas, un boomerang. Et si on faisait un boomerang? Parce que le boomerang est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Tout d'abord, tous les boomerangs ne reviennent pas. Beaucoup de boomerangs de chasse étaient en réalité des bâtons de jet lourds et puissants, conçus pour voler loin, frapper fort et assommer ou tuer un animal. Le boomerang revenant, lui, repose sur une vraie finesse aérodynamique. La forme des pales, le poids, l'équilibre, l'angle de lancer, tout doit être juste. Un mauvais profil, un ponçage approximatif ou un geste mal maîtrisé, et l'objet ne revient pas. Ce qui ressemble à un simple jouet est donc en réalité une petite prouesse technique. D'ailleurs, petit détail intéressant, on a retrouvé des objets de type boomerang ou bâton de jet dans différentes régions du monde. En Australie, bien sûr, avec des boomerangs anciens extrêmement importants culturellement, mais aussi en Europe, un objet en ivoire de mammouth découvert dans la grotte d'Oblazowa en Pologne est souvent présenté comme l'un des plus anciens objets de ce type connus. Les datations récentes autour du site le placent dans le Paléolithique supérieur, autour de plusieurs dizaines de milliers d'années. Autrement dit, l'idée du bâton de jet courbe n'appartient pas seulement à l'imaginaire australien moderne. C'est une idée technique ancienne, profonde, qui montre à quel point nos ancêtres savaient observer le mouvement, la matière et le geste. Et si vous le souhaitez, vous trouverez sur mon compte Instagram Néo-Chasseur-Cueilleur un petit tuto pour fabriquer vous-même votre propre boomerang. Mais attention, le vrai boomerang, le boomerang authentique, pas celui qu'on trouve dans les bazars pour touristes de Sydney et de Canberra, le boomerang primitif, celui qui a armé des fiers guerriers australiens depuis la nuit des temps. Voilà, si vous avez la ref de cette phrase, mettez-la en commentaire. En tout cas, ce qui est bien avec le boomerang, c'est qu'il offre un double plaisir. La satisfaction de l'avoir fait, et puis la satisfaction de le voir fonctionner. Quand il part, qu'il courbe sa trajectoire, qu'il revient vers vous, même imparfaitement, il y a quelque chose de presque enfantin, une joie immédiate, une petite victoire. Alors, allez voir sur Instagram, j'ai mis le lien dans la description. D'ailleurs, dans la description, je vous mets aussi les références scientifiques et archéologiques, et je vous mets aussi quelques ouvrages de référence plutôt orientés bushcraft pour partir dans la nature, fabriquer des objets simples avec 3 fois rien. Pour conclure, avant votre prochain achat simple, posez-vous cette question: est-ce que je peux fabriquer cet objet moi-même? Puis, commencez petit, acceptez l'imperfection, utilisez des matériaux simples, apprenez les gestes, gardez votre premier objet, même s'il est maladroit. Et rappelez-vous, faire de ses mains, ce n'est pas revenir en arrière, c'est redevenir un humain complet, capable de penser, mais aussi d'agir, capable d'imaginer, mais aussi de transformer la matière. Et c'est un super moyen d'être pleinement dans l'instant. Nos mains ne sont pas seulement faites pour tenir un téléphone, elles sont aussi faites pour construire une partie du monde dans lequel nous voulons vivre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Dans les prochains épisodes liés au 11e fondamental du mode de vie néo-chasseur-cueilleur, faire de ses mains,
J'aborderai d'autres sujets, par exemple les gens qui ont transformé leur passion pour la fabrication manuelle en véritable métier. On verra comment, avec un peu d'entraînement, beaucoup de dévotion et parfois un grain de folie, une passion, ça peut changer une vie. On parlera aussi des ateliers créatifs pour les enfants, les petits et les plus grands aussi. Je vous montrerai comment l'aspect social et collectif de la fabrication peut devenir une source incroyable de bien-être, de transmission et d'épanouissement. Ou encore un épisode sur les équipements de base à avoir chez soi pour fabriquer des choses. Même quand on n'a pas de jardin, pas d'atelier dédié ou qu'on manque de place, alors ne ratez pas ces prochains épisodes et le meilleur moyen pour ça, c'est de vous abonner. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un petit pouce en l'air sur YouTube et à le partager, bien sûr, avec les membres de votre clan. Merci à toutes celles et à tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vois notre petit cercle augmenter peu à peu chaque semaine et franchement, ça fait super plaisir. D'ailleurs, vous pouvez désormais poser toutes vos questions sur la boîte vocale Néo Chasseur-Cueilleur. C'est comme un répondeur et moi je vous y répondrai dans un futur épisode de questions-réponses. Le lien est dans la description. Le podcast Néo Chasseur-Cueilleur est disponible tous les mercredis soirs sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast et tous les vendredis sur YouTube. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.